On va commencer avec quelques minutes de retard, mais on va commencer immédiatement. Il y a peut-être des gens qui se joindront à nous tranquillement là, au courant des prochaines minutes, mais on va commencer pour nous permettre de terminer aux alentours de 10h30, 10h35. Donc, je me présente, Vincent Rognaud, je suis chez Énergir. Plusieurs d'entre vous devez connaître Énergir, c'est le principal distributeur de gaz naturel au Québec. On distribue environ 97 du gaz naturel qui est distribué au Québec. On est, évidemment, le GNR a une place prépondérante dans la stratégie de décarbonation dans l'entreprise avec l'efficacité énergétique, le programme de biénergie aussi qui a été développé avec Hydro-Québec. Mais le GNR, clairement, un élément très important de notre stratégie de décarbonation. Je remercie d'ailleurs l'ACPER d'avoir permis à Énergir de commanditer ce panel-là et d'animer aussi le panel pour venir vous parler un peu plus des différents, de l'état du développement de la filière de notre perspective chez Énergir, mais aussi des différents défis auxquels font face les producteurs de GNR au Québec, puis tenter de trouver des solutions. Je pense qu'on a tous entendu M. Fitzgibbon tantôt venir nous parler d'énergie au Québec. Et moi, ce que je garde en tête, en tout cas, de son intervention, c'est que le GNR est quand même dans une position avantageuse dans le cadre de la transition énergétique. Il a parlé d'exemples concrets, il a parlé d'économie circulaire, il a parlé de développement économique local. Je pense que ce sont tous des mots importants. J'ajouterais à ça, moi, c'est un peu mon dada parce que mon travail à la base, c'était les approvisionnements gaziers. Donc, essentiellement, mes équipes ont la responsabilité de s'assurer qu'on a suffisamment de gaz naturel au Québec pour répondre à la demande à tous les jours de l'année. Et la réalité, c'est que le gaz naturel vient à 100% de l'extérieur du Québec. Et donc, produire du GNR au Québec, ce que ça signifie, c'est que ça signifie une certaine indépendance énergétique. Puis je pense que c'est un sujet qui est important dans le cadre, dans le contexte mondial qu'on vit aujourd'hui. Donc, le GNR, il contribue à ça. Ceci étant dit, je vais vous présenter rapidement nos panélistes. Donc, vous avez à ma gauche directement M. Gérard Mounier. M. Mounier, président-directeur général de GNR Québec Capital, un spécialiste en financement de projets en infrastructure et en énergie renouvelable. Il a évidemment pour mandat GNR Capital Québec. Québec Capital a été créé il y a quelques années et M. Mounier préside les destinées de ce fonds pour permettre justement le développement de la filière du GNR au Québec. Bonjour, M. Mounier. Merci, Vincent. Vous avez également Julie Flynn, qui est une passionnée par la lutte contre les changements climatiques et qui donne vie à des solutions innovantes pour les communautés tout en soutenant l'économie circulaire. Julie est PDG de Waga Énergie Canada, qui est un producteur qui exploite essentiellement des sites des lieux d'enfouissement technique qui transforment le biogaz qui est produit dans ces lieux-là en GNR. Bonjour Julie. Bonjour. Et à sa gauche, Nalini Gascon, qui a participé activement au développement et à la structuration de la filière de GNR en France. Et elle a décidé de venir donner ou collaborer au développement de la filière au Québec il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Elle travaille donc en tant que développeur de projet avec Kéridis Bioénergie, qui est évidemment lui-même un développeur de projet, elle-même, l'entreprise, un développeur de projet et un investisseur. Nalini est également membre du conseil d'administration de l'ACPER et présidente du comité bioénergie. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir ce matin. Vous allez voir, ce qui est particulièrement intéressant de ce panel-là, c'est qu'ils ont chacun une perspective sur des perspectives différentes sur la chaîne de valeur du GNR. Vous avez Gérard, qui est un investisseur, Julie, qui produit du GNR à partir de sites d'enfouissement, Nalini, qui produit également du GNR, mais plus du côté agricole. Donc, c'est toutes des perspectives intéressantes. Donc, j'ai hâte de les entendre parler des enjeux auxquels ils font face dans chacune de leurs filières, puis voir s'il y a certaines constantes qu'on trouve à travers leurs différentes perspectives ou des choses qui sont plus particulières. Sautons dans le vif du sujet maintenant. Le GNR, comme je le mentionnais, c'est quelque chose de très important pour Énergir. C'est un sujet ou une filière sur laquelle on travaille depuis déjà de nombreuses années. Développer un nouveau créneau, quel qu'il soit, pour moi, j'ai toujours comparé ça à une grande roue qu'on veut faire tourner, qu'on doit commencer à faire tourner, puis la faire tourner de plus en plus vite.
Pour Énergir, la roue a commencé à tourner en 2017 avec le début des injections de gaz naturel renouvelable par la ville de Saint-Hyacinthe. Et depuis ce temps-là, bien, la roue a commencé ou tourne de plus en plus vite. On a, donc vous voyez à l'écran, plusieurs sites, là, la progression des projets de GNR à travers tout le Québec. On a aujourd'hui 5 producteurs de GNR qui injectent dans le réseau d'Énergir et qui vendent leur GNR à Énergir. Vous avez donc, je mentionnais il y a un instant, la ville de Saint-Hyacinthe. On a Coop Carbone à Warwick qui a commencé à injecter à l'été 2021. Par la suite, on a ADM Agri à Candiac, le CTBM à Saint-Pie en Montérégie. Et enfin, tout récemment, la CEMEC à Varennes qui a commencé à injecter dans le réseau gazier. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs projets qui sont en construction présentement. Vous en voyez 2 ici, un à Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie, qui est un projet d'ailleurs de Julie et de son équipe. Il y a un projet également dans la ville ici, à la ville de Québec. 2 projets qui devraient injecter dans les prochains mois dans le réseau d'Énergir. Il y a 2 autres projets aussi qui, on l'espère, qui sont également des projets de WAGA qui devraient être en construction et qui pourraient injecter dès la fin de l'année 2023 dans le réseau d'Énergir. Donc la roue, comme je la mentionnais, elle tourne de plus en plus vite. Et vous avez là, toute une série de projets qui sont présentement en développement. Et donc, tous ces projets-là totalisent environ 100 millions de mètres cubes à ce stade-ci, soit environ le tiers de la cible de 5 qu'Énergir doit atteindre d'ici 2025-2026. Et ce n'est pas terminé, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Je pense que le ministre Fitzgibbon mentionnait justement qu'il y avait plusieurs projets. Il y en avait une trentaine qui avaient cogné aux portes du MEIE pour participer au PSP-GNR. Donc, les choses ne vont faire qu'accélérer, à mon avis. Peut-être rapidement, encore une fois, j'ai la tendance de vouloir faire comme ça, mais c'est comme ça. Ça c'est par en arrière. Donc, et rapidement, l'état de la situation pour ce qui est des approvisionnements en GNR d'Énergir et l'atteinte des cibles réglementaires. Vous voyez là, que pour l'année qui est en cours, l'année 2022-2023, on a une cible de 1 qui doit être atteinte. Cette cible-là, selon toute probabilité, va être atteinte. Quand on regarde les 4 premiers mois de l'année, on est définitivement sur la tendance qui va nous permettre de l'atteindre. Ensuite, l'année prochaine, en 2023-2024, il y a une cible de 2 qui doit être atteinte, environ 120 millions de mètres cubes. À l'heure actuelle, les contrats qui sont signés, qui sont autorisés par la régie, nous laissent croire là, que cette cible-là va également être atteinte. Puis les cibles qui s'en viennent en 2025-2026, puis par la suite, là, plus tard, en 2030-2031. On est assez confiant de les atteindre dans la mesure où leur atteinte va reposer sur le développement de projets, des appels d'offres, etc. Puis ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'il y a un appétit clairement pour développer des projets, un appétit quand on fait des appels d'offres. Donc, on a bon espoir d'y arriver. Donc, moi, j'arrête ici. Je vais céder la parole à Gérard dans un premier temps, Julie par la suite, Nalini pour terminer. Et je reviendrai ensuite avec des questions, puis on pourra aussi prendre quelques questions là, de l'assistance si jamais vous en avez. Donc, merci beaucoup. Gérard. Merci Vincent. Donc, je vais attendre que la présentation apparaisse. Suspense. Donc, bonjour à toutes et à tous pour commencer. Voilà, donc moi je vais rapidement vous présenter ce qu'est GNR Québec Capital, en tout cas rappeler les grandes lignes. Et après ça, ce que je vous propose ce matin, c'est de faire un petit bilan de l'année 2022 pour l'industrie du GNR et d'ensuite d'essayer de souligner quels enjeux je vois pour 2023 qui me paraissent intéressants de discuter. Je pense que ça pourra partir la discussion de ce matin. Donc allons-y. Allons-y, si ça veut bien marcher. Voilà. Alors, qu'est-ce que GNR Québec Capital? Donc, c'est un fonds d'investissement concentré sur l'industrie du GNR, avec pour objectif de faciliter l'accès aux fonds propres pour les promoteurs, ainsi qu'à une expertise en financement de projets. Donc, on a été créé en 2020. Au départ, on était un partenariat entre Xebec Adsorption et le Fonds de solidarité FTQ. Aujourd'hui, on est 100% détenu par le Fonds de solidarité FTQ. En termes de territoire, on se concentre principalement sur le Québec, mais aussi sur l'Ontario, les Maritimes et l'Est des États-Unis.
Notre ticket d'investissement moyen se situerait entre 1 à 10 millions par projet. Moi, je vous dirais que vu l'augmentation des coûts des projets qu'on voit actuellement, on commence plutôt à se diriger vers le 12 à 15 millions. On offre également un accompagnement technique en termes de gestion de projet, de montage financier, d'approvisionnement en matière résiduelle. Et on se concentre sur nos 4 secteurs stratégiques, c'est l'agricole, l'industriel, le municipal et les sites d'enfouissement. Donc on a un objectif de contribuer à la décarbonisation de l'économie du Québec, au développement de l'économie circulaire, à la création d'emplois dans les régions, secteur agricole, les villes, les communautés, etc. Ça c'est très important pour nos actionnaires. Donc voilà rapidement. Alors, qu'est-ce qui m'a paru important de souligner en 2022 ? D'abord, d'après moi, la décision de la Régie de l'énergie par rapport à l'étape D, je pense que ça, c'était une décision extrêmement importante pour nous. J'avais l'habitude de dire qu'en 2022, on était dans le couloir de la mort. Et si la décision de la Régie avait été négative, il n'y avait plus d'industrie du GNR au Québec. C'est aussi simple que ça. Par chance, on a obtenu à peu près 80% de ce qu'on voulait. Donc, l'industrie est toujours vivante, continue d'exister et on peut continuer à développer nos projets. Il y a 5 projets qui injectent maintenant du GNR au Québec. Donc ça, je pense que ça mérite d'être souligné. Je vais parler du CTBM et de la CEMEC qui sont les 2 derniers à avoir injecté. Un nouveau cadre normatif du PSP-GNR qui a permis d'augmenter le maximum d'aide financière qui est passé de 12 à 15 millions. Donc ça, c'est un point positif. La cible de 1% qu'on avait n'est toujours pas atteinte, donc on a toujours besoin de travailler, puis de développer et surtout de déployer nos projets avec un rythme soutenu. Je voulais souligner aussi qu'on a eu pour la première fois un événement au Québec 100% dédié au GNR, en l'occurrence le forum GNR de Drummondville, donc il fallait le mentionner. Alors moi, ce que j'ai noté aussi sur un plan un peu plus macro, c'est qu'il y a eu un mouvement de consolidation de l'industrie, notamment qui est venu des grandes pétrolières, avec des grosses opérations d'acquisition dans le GNR. J'ai cité BP qui a acheté Arkea, Shell qui a acheté Nature Énergie, Nextera qui n'est pas une pétrolière, mais quand même une grande entreprise, qui a acheté 2 fonds importants en énergie renouvelable, Chevron qui a acheté Calbio. Et là, on parle de transactions de milliards de dollars. Donc c'est vraiment un investissement massif de ces entreprises, particulièrement les pétrolières, dans le GNR. Et récemment, je voyais une petite entreprise québécoise qui vient de se faire racheter par une entreprise un peu plus grosse en Ontario et qui vient de se faire racheter par BlackRock. Les 2 transactions sont faites quasiment simultanément. Donc on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué des gros investisseurs pour l'industrie. Et puis finalement le partenariat entre Énergir et Nature Énergie pour développer donc 10 usines de grande capacité au Québec, entre 500 et 800 000 tonnes. Ça, c'est un événement qui évidemment va probablement modifier un peu l'environnement compétitif de la province. Donc voilà rapidement ce qu'il m'a semblé, disons, à souligner pour l'année 2022. Maintenant, qu'est-ce qu'il me paraît intéressant de regarder pour l'année 2023 ? Alors la Régie de l'énergie, encore elle, doit se prononcer sur l'étape E. Étape E qui vise à déterminer la manière de calculer l'intensité carbone d'un projet et de voir comment on peut monétiser cette intensité carbone. Donc ça, c'est une question fondamentale, sémantique, à laquelle on n'a pas répondu dans l'étape D, mais qui est importante et qui est importante pour l'avenir et le financement de la filière. Donc voilà, donc ça va prendre certainement un petit peu de temps, mais c'est très important. La cible réglementaire que tu as cité 20 ans de 2%, qui est maintenant à 2% pour 2023-2024, donc qui nécessite qu'on continue à déployer des projets le plus rapidement possible pour l'atteindre. Ouais. Une nouvelle version du PSP-GNR qui est attendue cette année. La mise en place d'un crédit d'impôt provincial à l'investissement et ou production de GNR. On en a parlé ce matin. Effectivement, on l'espère. On a espéré aussi quelque chose du fédéral, même si on a l'impression que le GNR a été un peu oublié au fédéral. Mais bref, il y a du lobbying à faire de notre part pour arriver à tout ça. Des nouvelles solutions de mobilité alimentées au GNR. Alors j'ai cité l'exemple du service bus Mont-Tremblant, qui va offrir une flotte d'autobus carboneutres. Ça, c'est le genre d'initiative dont on a besoin au Québec et au Canada, parce qu'on est très en retard sur l'Europe et les États-Unis à ce niveau-là. Ça permettrait d'accroître la demande de GNR, ça permettrait d'offrir des alternatives à l'injection dans le réseau, de diversifier finalement l'industrie du GNR. Donc, il nous faut davantage d'initiatives de cette nature.
Le contexte économique post-pandémie, qu'on a déjà abondamment discuté au panel en finance hier après-midi, avec l'inflation des coûts, les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc ça ne nous aide pas, mais on doit le gérer, on doit en tenir compte dans le développement de nos projets. Les défis systémiques qui demeurent dans l'industrie, les coûts de raccordement, la question de la CPTAQ pour le dézonage des projets agricoles, les délais d'obtention des permis environnementaux, la valorisation du digesta, la collecte des ICI, etc. Tous ces enjeux-là, ils ne sont pas réglés, ils restent sur notre table à dessin. Ça reste des enjeux qu'on doit adresser. Alors, si le marché est quand même assez actif au Québec sur les projets agricoles, sur les projets municipaux, bon, c'est à géométrie variable, mais il y a quand même des choses qui se font. Je pense qu'il y a 2 secteurs qui sont encore largement sous-exploités. C'est les sites d'enfouissement et le secteur agroalimentaire. Donc là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. L'arrivée de Nature Énergie, évidemment, va accroître la compétition dans les projets agricoles. Donc ça, c'est un élément du paysage économique dont on va devoir tenir compte. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, alors qui me tient peut-être plus à cœur parce que moi, je suis un financier, c'est la difficulté de lever de la dette senior dans les projets de GNR sur une base de financement de projets sans recours. Et vous m'avez sûrement entendu dans d'autres présentations, quand je parle de financement de projets en général, expliquer que le secteur le plus risqué en général, reconnu, c'est le secteur minier. Et c'est là où les leviers de financement sont les plus bas. Eh bien, je suis forcé de reconnaître qu'en biométhanisation, on est encore plus bas que dans le secteur minier, ce qui n'est vraiment pas un atout. Donc, on a clairement un manque d'appétit des prêteurs qui trouvent nos projets à la fois trop petits et avec un profil de risque relativement élevé, qui fait que les leviers financiers qu'ils nous offrent sont relativement pauvres. Donc là, il y a vraiment un élément sur lequel il faut travailler pour améliorer le financement des projets et ultimement faciliter leur déploiement. Donc voilà, moi je m'arrête là. On pourra partir à la discussion sur ces thèmes. Voilà. Merci. Merci Gérard. Julie? Oui. Je vais attendre le début de la présentation. Donc voilà, Waga Énergie a été créé en 2015 pour déployer une technologie d'épuration permettant de capturer le méthane contenu dans les sites d'enfouissement pour ainsi produire du gaz naturel renouvelable et ainsi injecter directement dans le réseau gazier. Donc, la mission de Waga est principalement de coupler cette problématique d'émission de méthane des sites d'enfouissement avec la production d'une énergie renouvelable pour substituer le fossile. Donc, la technologie WagaBox combine 2 technologies d'épuration, soit la filtration membranaire avec la distillation cryogénique, ce qui nous permet de séparer le méthane du CO2, de l'azote et de l'oxygène avec un taux d'efficacité d'à peu près 90%. Donc, Waga Énergie, aujourd'hui, opère 15 unités en France et on a 14 autres projets en développement, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis et au Canada. Je sais, la slide dit 13, mais on est déjà rendu à 15, ça va très vite. Ensuite, l'équipe canadienne est maintenant composée d'à peu près 20 personnes. On est basé à Shawinigan et on va justement, cette année, comme Vincent l'a mentionné, on devrait avoir 3 installations qui devraient rentrer en production pour produire à peu près 185 gigawatts cette année et donc éviter à peu près 23 000 tonnes de CO2. Et l'équipe est composée aujourd'hui d'à peu près 150 experts à travers le monde pour répondre à ces enjeux-là. Il y a cependant plusieurs enjeux. Donc, Gérard a nommé quand même la majorité des enjeux, puisqu'on se retrouve généralement un peu tous dans ces mêmes enjeux-là. Mais je peux peut-être, moi, vous parler plutôt de l'enjeu des décisions au niveau des sites d'enfouissement. Donc, aujourd'hui, les sites d'enfouissement ont cette problématique-là d'émissions de méthane. Ils sont souvent reconnus comme un mal nécessaire. Et nous, on souhaiterait vraiment que les décideurs puissent prendre des décisions plus rapidement, puisque développer un projet qui prend au moins 3, 4, 5 ans, c'est quand même très, très long. Ça a un coût financier de développement qui est assez long. Et ensuite de ça, on a toutes les procédures de certificat d'autorisation qui vont avec cette solution.
qui pourtant ont réduit les émissions atmosphériques, on fait quelque chose de ce déchet-là, on en crée une ressource viable et utile, et on voudrait vraiment voir une prise de décision plus importante et plus rapide de toutes les parties prenantes. Bien sûr, les politiques et toute l'économie locale, circulaire, sont importantes. WAGA a décidé de construire près de 70% de ses équipements ici au Québec, en Mauricie. Et donc, on veut vraiment incorporer l'économie locale, sociale, mais pour ça, il faut aussi des projets qui vont dans ce sens-là, que ce soit sur la mobilité ou pour répondre à des enjeux de raccordement avec peut-être des projets de mobilité dans le transport, ce qu'on voit très peu aujourd'hui, alors qu'on le voit dans d'autres provinces comme en Colombie-Britannique ou même en Californie où il y a énormément de bus qui roulent au biométhane. L'indépendance énergétique, je pense qu'on est conscient, Vincent en a parlé. Aujourd'hui, la majorité du GNR va soit aux États-Unis et on importe toute cette quantité-là alors qu'on a le potentiel au Québec de produire cette énergie-là pour répondre à notre besoin de carboneutralité. Et bien sûr, un peu le débat au niveau du gaz naturel et gaz naturel renouvelable. Pour nous, le gaz naturel renouvelable est vraiment un élément important dans le mix énergétique puisqu'il permet dès maintenant de substituer le gaz fossile, donc le gaz naturel, par cette énergie-là. Et ensuite de ça, même le gaz naturel dans la mobilité représente quand même 20% moins d'émissions de GES que sur un transport classique. Voilà. Mauvais côté. Je pense que tout le monde finit par avoir une problématique. Donc peut-être juste pour vous rappeler un peu ce qu'on amène avec cette solution-là, même si je l'ai déjà mentionné un petit peu. Mais bon, le méthane réduit les GES. On a une intensité carbo négative potentiellement en fonction du type de déchet. On aime vraiment les industries d'ici à devenir carboneutres. Et il y a aussi cette ressource-là qui sont malheureusement tous les déchets, qui sont vraiment une source un peu inexploitée, avec un potentiel qui pour moi devrait être utilisé dès maintenant. Et il n'y a rien qui nous freine. Donc on a les technologies, on a tout ce qu'il faut et on a montré l'efficacité. Donc il s'agit simplement de déployer massivement cette technologie-là. Et ainsi, il y a aussi des infrastructures qui sont existantes avec le gaz naturel, tranquillement remplacer ce gaz-là par du GNR, donc ça nous permet. Et il y a aussi toute peut-être la mutualisation des sites d'enfouissement avec la biométhanisation, faire de nos infrastructures quelque chose de plus grand. Et bien sûr, moi je crois au Québec étant potentiellement un leader dans le GNR, puisqu'on a ce qu'il faut pour être capable de le faire avec la vallée de la transition énergétique, puisqu'on est basé à Shawinigan. Voilà. C'est tout pour moi. Merci, Julie. Nalini? Bonjour à tous. Je vais attendre que la présentation arrive. Donc moi, je travaille pour Keridis Bioénergie, comme Vincent l'a mentionné. Donc, on est un développeur, investisseur et opérateur de... on commence par la fin. Ah. Parfait. Voilà. Donc, on est un développeur, investisseur et opérateur de projets de biométhanisation. Keridis, c'est une jeune entreprise qui a à peine 2 ans et qui est née de l'association d'une entreprise québécoise qui s'appelle Viridis Environnement, que vous connaissez peut-être. C'est un leader dans la gestion des matières résiduelles au Québec. Et notre autre société mère, c'est le groupe Keon, qui est un expert français de la biométhanisation, principalement agricole. Donc, le groupe Keon a construit une 60aine unités de biométhanisation, principalement en France et un peu ailleurs dans le monde. Et ce qui fait la force de Keridis en tant que développeur et investisseur de projets de biométhanisation, c'est ce qu'on aime dire ce 360 degrés de compétences, puisque d'un côté, on a Viridis qui a une proximité avec le monde agricole québécois et qui sait très bien aussi gérer l'aval de la chaîne, à savoir la gestion des digestats qui sortent de ces unités de biométhanisation et qui
nous permet d'avoir des apports sécuritaires d'intrants, puisqu'ils sont déjà présents dans la gestion de ces matières résiduelles au Québec. Et de l'autre côté, on a un expert sur le process même de la biométhanisation, puisque c'est quand même une filière assez naissante au Québec et au Canada. Donc on avait ce besoin de s'entourer d'une entreprise qui avait une certaine expertise et un recul de plus de 10 ans dans la filière pour s'arrimer comme il faut sur ces projets de biométhanisation. Notre ADN au sein de Keridis, c'est vraiment des projets plutôt agricoles et agro-industriels, donc on ne traite pas du tout le municipal ou la récupération du biogaz des sites d'enfouissement. Et on fait des projets avec le monde agricole, avec des partenaires agriculteurs. On investit nous-mêmes également dans ces projets en collaboration avec les partenaires et les acteurs du territoire qui ont des apports stratégiques dans nos projets. L'ambition de Keridis au Québec, c'est de développer une dizaine de projets dans les prochaines années. Quand on parle d'un projet de biométhanisation agricole, en termes de taille, on parle de projets entre 60 et 80 000 tonnes par an d'intrants, avec principalement donc, des lisiers, des fumiers bovins, et ensuite qui vont être complémentés par des intrants qu'on appelle exogènes, qui vont être des résidus d'industrie agroalimentaire, par exemple. Et ces projets, donc chaque projet dont on parle, on est entre 3 à 4 millions de mètres cubes de production de GNR par an. Donc ça vous permet d'avoir un peu une idée de la taille des projets. Et puis une photo qui vous permet aussi de voir à quoi ça ressemble ces unités de biométhanisation. Concernant les enjeux auxquels on fait face, donc comme je disais, nous, par rapport à Julie, on est peut-être un peu plus en amont dans le développement. Ça fait 1 an et demi qu'on développe des projets, donc c'est ça, on est vraiment à l'amont. Et on fait face à plusieurs enjeux sur cette filière de biométhanisation agricole. Je vais peut-être commencer par l'enjeu qui me semble le plus prioritaire ou important, en tout cas sur cette filière agricole. C'est une spécificité au Québec sur le fait que les intrants et le gisement méthanogène est éloigné du réseau de gaz. Le Québec, c'est un grand territoire par rapport à d'autres pays européens qui ont connu un beau développement de leur filière GNR. Donc le Québec, c'est un grand territoire avec un réseau de gaz qui est principalement au niveau des villes ou des industriels et avec beaucoup de gisements méthanogènes, beaucoup d'agriculture. Donc on a un enjeu de relier ces projets de biométhanisation, ces projets de production de GNR au réseau de gaz. Donc il y a aujourd'hui la solution qui a été privilégiée au Québec, c'est l'injection directe sur le réseau, ce qui est une belle chose. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'être plus aidés financièrement. Aujourd'hui, c'est les producteurs qui doivent porter l'entièreté de ces coûts de raccordement, ce qui est compliqué pour les promoteurs de projets. Ça peut coûter cher, notamment avec l'éloignement des réseaux. Et on pense que le Québec a tout intérêt dès aujourd'hui à regarder aux solutions de gaz porté ou de mobilité, d'alimenter ce GNR sur des flottes de camions par exemple, pour trouver d'autres exutoires et répondre à cet enjeu de l'éloignement des gisements face au réseau de gaz. Donc ça, c'est un premier enjeu auquel on fait face, avec une difficulté de trouver des terrains aussi concrètement pour un terrain qui est proche du réseau, qui est loin des habitations, qui est proche des gisements, parce qu'on ne veut pas non plus transporter les gisements sur beaucoup de kilomètres, puisque ça fait, le transport de gisements, ça fait quand même des émissions de GES. Donc le but de tout ça étant de réduire les émissions, on a cet enjeu-là. Un autre des enjeux, c'est un enjeu plus économique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que les copanélistes en ont déjà pas mal parlé. Puis hier, on a aussi eu tout un panel sur le financement, la difficulté de financement des projets. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur les projets de biométhanisation agricole, le modèle économique est encore très fragile. On a du mal à faire tourner des plans d'affaires qui ont des temps de retour sur investissement corrects.
Donc c'est pas gagné d'avance. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour augmenter le tarif de rachat, pour aider sur les coûts de raccordement. On remercie le programme du PSP-GNR qui est un gros booster et un soutien conséquent dans le développement de nos projets. Mais voilà, il y a qu'une ligne de revenus dans ces projets, puis il y a beaucoup de dépenses, donc il y a un équilibre économique à trouver. Et un autre des gros enjeux auxquels on fait face, c'est des enjeux réglementaires. Aujourd'hui, pour développer des projets, en zone agricole, on doit faire face à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, puis ensuite au MLCCFP pour obtenir nos autorisations ministérielles. Et aujourd'hui, on fait face à des délais administratifs qui peuvent être longs, à des lignes directrices qui nous contraignent pas mal aussi, et un certain flou réglementaire qui fait que les villes et les MRC ont du mal à se positionner, à comprendre est-ce qu'on est des projets agricoles, non agricoles, comment tout ça se matérialise avec les zonages et les schémas d'aménagement du territoire. Donc voilà, ça c'est un des points aussi sur lequel on pense on peut travailler pour essayer d'accélérer ces processus réglementaires et atteindre les cibles de GNR fixées par le gouvernement aux dates. Donc on a en tête le 5% en 2025, 10% en 2030. Pour arriver à maintenir ces échéances, on pense qu'il y a du travail à faire sur ces enjeux réglementaires. Voilà pour les principaux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, puis on sera ravis de discuter des solutions avec vous. Merci Nalini. Donc on va, moi ce que je retiens un peu de vos interventions, puis c'est un peu ce que je mentionnais d'entrée de jeu. J'étais curieux de savoir si on retrouvait des enjeux qui étaient un peu communs, quelle que soit la position des gens, que ce soit Gérard, Julie ou Nalini dans la chaîne de valeur. Puis ce que je constate, moi évidemment on s'est parlé avant, mais c'est que ils sont tous, dans une certaine mesure, ils font tous face à des enjeux financiers ou économiques. Ils font tous face à des enjeux réglementaires. Ils font tous face à des enjeux aussi que je qualifierais de raccordement, là, pour le simplifier, mais de l'éloignement des gisements qu'évoquait Nalini fait partie des enjeux qui sont importants, auxquels on doit penser et trouver des solutions. Puis j'étais curieux, avant qu'on entreprenne la discussion avec nos panélistes sur ces enjeux-là puis les solutions, si dans la salle, il y avait des gens qui avaient d'autres enjeux assez plus macro qu'ils auraient souhaité là, partager avec nous pour qu'on puisse en tenir compte dans le cadre de la discussion. Il y a des micros, il y a un micro juste derrière, monsieur, si vous voulez. Merci. Bonjour, mon nom est Claude Bouchard, je suis de Promotion Saguenay, Oui. la Corporation de développement économique de Ville de Saguenay. En fait, un enjeu, je suis étonné qu'on n'en ait pas fait mention, c'est l'acceptabilité sociale. Par expérience, je peux vous dire, on a travaillé un projet dans le passé où on a répondu à tous les enjeux, que ce soit techniques, financiers, réglementaires. Puis malheureusement, ce qui a sonné la mort du projet, c'est l'acceptabilité sociale. C'est que j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, très bon point, très bon enjeu que vous soulevez, M. Bouchard. Puis on peut peut-être... est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager un enjeu qu'on n'a pas évoqué dans les dernières minutes? Puis de toute façon, il y aura une période de questions par la suite, donc n'hésitez pas. Fait que je pense que c'est une bonne façon de briser la glace. Parlez-nous un peu des enjeux d'acceptabilité sociale auxquels vous avez pu faire face dans le cadre de vos projets respectifs, puis peut-être des solutions que vous avez pu trouver pour y répondre. Je vois Julie là, qui hoche la tête. Elle semble vraiment prête à répondre à la question de Fabi, donc vas-y. Voilà, je peux commencer à répondre. Alors, c'est vrai que nous, on est situé déjà sur des sites d'enfouissement. Donc déjà, leur niveau d'acceptabilité sociale est, comment dire, pas toujours facile. Mais on est vraiment dans le contexte où on essaie de montrer que notre technologie va réduire les odeurs, va réduire des dispersions atmosphériques. On va amener quelque chose de local. Donc, on met beaucoup l'emphase sur ce type d'information et on fait beaucoup de choses en amont. Donc, ce qui est surtout important dans l'acceptabilité sociale, c'est d'informer les citoyens des projets et qu'ils puissent voir quel est l'intérêt pour eux. Pour nous, l'intérêt, c'est vraiment que la municipalité va avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir proposer des choses nouvelles à ses citoyens ou réduire le traitement
traitement des ordures, faire un projet d'économie circulaire. Donc, on est vraiment sur cette valeur-là du projet dans l'économie circulaire, la réduction des odeurs, la réduction de la dispersion, créer une économie sociale. Et jusqu'à date, on n'a pas... on a des lenteurs, mais on n'a pas eu vraiment de projets qui ont dû être abandonnés pour l'adaptabilité sociale, puisqu'on crée de la valeur avec un déchet qui est aujourd'hui plutôt une nuisance pour les communautés, mais il faut bien l'apporter assez rapidement dans les démarches. C'est intéressant, puis je suis curieux d'entendre Nalini parce que, donc toi, Julie, vous faites affaire avec un actif qui est déjà existant, alors que de ton côté, avec Irdis, vous deviez le créer de toutes pièces. Donc, quelle est ton expérience de ton côté? Oui, c'est un très bon point souligné, c'est un très bel oubli de ma part, l'enjeu d'acceptabilité sociale. On partage complètement. La façon dont nous, on traite cet enjeu, c'est d'embarquer dès le jour zéro de notre projet la ville, la MRC, l'organisme de développement économique de la région, l'UPA, c'est tous ces acteurs, on veut faire de ces projets un projet du territoire et informer les citoyens aussi le plus tôt possible. Il y a quand même un enjeu dans l'information aux citoyens de ne pas le faire trop tôt, c'est-à-dire il faut quand même qu'on ait un certain nombre d'éléments concrets et tangibles avant d'aller faire du tam-tam dans tous les journaux qu'un nouveau projet arrive. Donc il y a un timing à trouver et puis les villes, les régies, les MRC nous aident à trouver ce timing-là, mais c'est un véritable enjeu et on essaye de... La façon dont on trouve pour le traiter, c'est vraiment le prendre le plus tôt possible et pour pas avoir de mauvaises surprises après coup. Et on a une autre façon aussi, c'est de faire beaucoup de sensibilisation. La filière de la biométhanisation, elle est quand même assez nouvelle au Québec. Donc les craintes sur les odeurs, sur le bruit sont tout à fait légitimes. Et on a beaucoup de sensibilisation, de vulgarisation à faire. On propose aux personnes aussi d'aller visiter des sites de biométhanisation, que ce soit au Québec ou ailleurs en Europe, pour qu'ils voient de leurs propres yeux à quoi ça ressemble en termes de potentielles nuisances. Voilà, donc c'est un peu les pistes qu'on essaye de trouver. Puis à quel moment dans le développement de vos projets vous faites toutes ces démarches-là ou vous les commencez? Dès le début en fait, dès le choix du terrain. Et le choix du terrain, c'est un des premiers piliers de nos développements de projets. Donc dès qu'on choisit un terrain, on embarque ces démarches avec les villes, les MRC, et les citoyens, les différentes parties prenantes. Puis aussi, il faut voir que dans nos projets, les agriculteurs font partie des projets. Les agriculteurs sont les citoyens, souvent les projets sont sur leur ferme. Donc eux, c'est des très bons relais. Ils sont porteurs de ces projets. C'est des relais. Ils connaissent le tissu social autour d'eux. Donc c'est, je dirais, les meilleurs ambassadeurs finalement de nos projets et pour essayer de vulgariser un peu plus ce que c'est qu'un projet de biométhanisation. Vas-y, Jérôme, en fait, j'ai une petite question de suivi par la suite, mais parle de tes expériences de ton côté chez GNR Québec Capital. Oui, en fait, la raison, je pense, pour laquelle j'ai omis ce point dans ma présentation, c'est parce que comme je considère que c'est un enjeu tellement constant et permanent que finalement, j'en parle même plus à tort probablement. Mais oui, j'ai visionné les séances du conseil municipal de la municipalité de Chicoutimi sur le projet auquel vous faites référence. Et j'étais assez effrayé d'ailleurs de voir la violence des débats qui ont entouré ce projet. Il n'y a pas de recette miracle en matière d'acceptabilité sociale. Il y a des communautés qui sont très ouvertes sur des projets. Il y a des communautés qui sont complètement fermées. Ça, c'est un peu une roulette russe. Et ça les développeurs en énergie renouvelable le savent depuis longtemps, quelle que soit la nature du projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est intangible. Quelquefois, l'inacceptabilité sociale part d'un citoyen ou d'un petit groupe de citoyens. Nous, on a un projet qui est tombé pour un citoyen, un notable de la région qui ne voulait pas que sa belle propriété soit possiblement affectée par un projet qui respectait les distances. On en a un autre qui est tombé pour 5 ou 6 citoyens. Bon, et puis là, c'est pas dans ma cour, et puis finalement, le maire prend peur, les élus reculent, et puis c'est fini, c'est mort, c'est terminé.
Est-ce qu'il y a des bonnes manières? Alors oui, il y a, comme l'ont dit mes collègues, il y a des bonnes manières de faire, le bon choix du terrain, le choix du camionnage, l'intégration du projet au tissu socio-économique local, le partenariat avec les agriculteurs par exemple, les entreprises locales, le fait de communiquer, le fait d'être ouvert sur la question. Tout ça contribue à favoriser l'acceptabilité sociale, mais ne la garantit pas. On ne peut pas donner de garantie. Puis quelquefois, ça vient de... Il y a une anecdote qu'un des promoteurs qui est dans la salle m'a raconté, c'est qu'ils ont une lumière au-dessus de leur digesteur, je crois, ou de leur usine, et il y a des citoyens dans la région, des agriculteurs, qui ont trouvé que la lumière les dérangeait la nuit, parce que c'est une pollution nocturne. Donc il a fallu diminuer l'intensité de la lumière ou l'éteindre, je ne sais pas. Donc ça peut venir de toutes sortes d'éléments auxquels on ne pense pas a priori. Donc voilà, mais il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est que pour un financier, si je reviens à ça, c'est un des éléments essentiels du choix d'investissement. Et mon actionnaire nous impose d'ailleurs un audit spécial acceptabilité sociale sur les projets, en plus de tout le reste, de tout le due diligence que l'on fait. Voilà. Merci pour ces réponses-là. Puis si je peux peut-être ajouter mon grain de sel à tout ça, mon expérience chez Énergir, l'expérience des projets, c'est souvent le succès réside beaucoup dans la préparation d'un plan de communication avec les parties prenantes, d'identifier les groupes, les personnes, les organismes qui vont peut-être se faire entendre un peu plus fort, que ce soit positivement, négativement, puis de trouver les bonnes façons de fédérer les gens qui sont peut-être plus en faveur, puis de répondre aux questions des gens qui, de prime abord, peuvent être un peu plus en défaveur d'un projet. Donc, merci M. Bouchard pour cette suggestion-là. C'était une excellente suggestion. Je suggère de passer à l'enjeu suivant, l'enjeu financier / excusez l'anglicisme, économique. Vous en avez tous discuté d'une façon ou d'une autre. J'étais curieux de vous entendre sur les solutions qui s'offrent à nous pour justement relever ces défis-là puis permettre à la filière de continuer à se développer. Gérard, peut-être, pour commencer? Oui, sur la dette senior, tu as dit quelque chose qui a capté mon attention sur la difficulté de financer des projets. Tu as fait la comparaison avec les mines. Je suis curieux de t'entendre un peu plus. Oui, puis c'est un ancien banquier qui parle. Donc je prétends connaître un petit peu le financement sous forme de dette, après l'avoir fait pendant à peu près 35 ans. Et je dois dire que j'ai trouvé ça extrêmement difficile de lever de la dette senior de manière standard pour les projets. Donc oui, c'est un secteur encore difficile. C'est à la fois un secteur de mid-market. Donc le mid-market en financement de projets est toujours mal desservi par les prêteurs traditionnels. Il y a très peu de prêteurs traditionnels en fait qui desservent ce marché. Il y a des prêteurs privés, mais qui sont plus chers, qui sont plus contraignants. Donc voilà, donc on est dans un créneau qui est plus étroit. Donc la dette est plus chère, les ratios financiers sont plus serrés, il y a moins de prêteurs qui l'offrent. Donc il y a du travail à faire. Alors on espère avoir de l'aide et on en a de la part d'organismes comme Investissement Québec, possiblement la BDC, FAC, FCC, etc. Mais il y a une limite, ils ne peuvent pas financer les projets à 100%. Ils ont besoin d'être à côté de partenaires privés. Donc ça nous prend quand même des partenaires privés. Et pour l'instant, je dirais, je ne vois pas encore ce marché se développer auprès des prêteurs. Donc là, il y a quelque chose à faire. Comment on peut faire, d'après toi, pour développer ou pour encourager le développement de ce projet-là? Tu parlais des risques qui sont perçus par ce secteur-là pour justement émettre de la dette. Est-ce qu'il n'y a pas un travail d'éducation peut-être à faire pour que les gens comprennent mieux les risques? Oui, sûrement. Sûrement, il faut communiquer, éduquer, discuter davantage avec les banquiers, avec les prêteurs, etc. Il faut aussi monter les projets de la manière dont les prêteurs veulent qu'ils soient montés. Okay. Parce que c'est comme ça qu'un prêteur fonctionne. Le prêteur, lui, il a un schéma, il a une politique de financement, il a un schéma en tête et il faut que le projet corresponde le mieux possible à ce schéma. S'il s'en écarte, c'est là où il va commencer à trouver que ça ne va plus, que ça ne correspond plus à ses politiques de crédit, etc. Donc il faut essayer de le faire, de le satisfaire au plus près possible de ses attentes. Okay. Julie?
quelque chose à dire sur Alors, le niveau économique? Je suis sûr que Alors oui. oui, au niveau économique et même financement, alors je dirais que Pardon. nous, on est comme des entrepreneurs militants et une des manières aujourd'hui de répondre un peu à cet enjeu-là, c'est qu'on a, nous, l'opportunité d'avoir levé de l'argent en bourse. Donc, on est allé public pour lever de l'argent en bourse parce que sinon, c'est vrai que la plupart des projets qu'on vous a nommés ici, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu les faire puisque avoir des prêts, du bridge de construction, que ce soit du financement à long terme lorsque, par exemple, la Régie de l'énergie n'a pas pris ses décisions, qu'on n'a pas nos contrats, qu'on a des dépôts de dossiers de subvention qui ne sont toujours pas approuvés. On est vraiment dans cette problématique-là. WAGA a fait ce choix-là qui est un peu particulier parce qu'on a cette possibilité-là de nous-mêmes faire ce financement en amont et ensuite aller chercher de la dette senior sans recours. Mais c'est quand même quelque chose que pas la majorité des développeurs peuvent faire et on est juste dans un créneau où on a pu le faire pour certains projets, mais on ne pourra pas le faire pour les autres. Donc, on a vraiment besoin des banques, que ça soit, et qui comprennent que si on veut aller vite, oui, on peut développer plusieurs projets. Il ne faut pas forcément attendre que le projet commence à générer de l'argent pour attendre avant de développer l'autre, puisque les projets prennent 3, 4 années à développer. Donc, moi, quand mon banquier me dit « Oui, mais je voudrais voir que tu fais de l'argent », je dis « Oui, mais j'ai besoin que tu m'aides aussi sur mes autres projets puisque le développement est long. » Donc, voilà, il y a tout cet aspect-là du financement qui est quelque chose qui est assez important. Ça montre à quel point le marché est désespéré. Hein. Ouais. Quand on en vient à financer des projets 100% en équité, ce qui se fait, ça commence à se faire. Ça se fait en Ontario et je ne vous cache pas qu'on a nous-mêmes des discussions avec des investisseurs pour faire la même chose. Mais ça montre à quel point le marché, au niveau de la dette, est désespéré. Nalini? Moi, je rejoins aussi un peu ce que disait Gérard sur l'importance d'inclure les banques le plus tôt possible dans nos projets. Ne serait-ce parce que la filière est à ses débuts ici, donc pour eux c'est aussi nouveau ces types de projets sur lesquels on va les solliciter. Donc je pense que le Québec est encore dans cette phase de filière naissante et c'est pour ça aussi qu'on a un peu de réticence des banques, des investisseurs. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Déjà par exemple avec le texte de la régie, ça a tendance à rassurer toute la filière, y compris les banques. Donc ces différents éléments et ces différentes briques, elles vont, je pense, rassurer la filière et on va, à mon avis, sur le bon chemin. L'autre point, je pense, qui aiderait sur le financement de ces projets, c'est les délais. Aujourd'hui, on subit l'inflation, on subit des coûts de construction très élevés. Donc le timing entre le moment où, par exemple, on va assurer notre tarif de rachat auprès d'Énergir et le moment où on commence la construction de notre projet, arriver à réduire le plus possible ces délais-là pour pas subir ces augmentations de coûts où les banquiers aussi, ils nous posent des questions là-dessus sur comment vous maîtrisez votre échéancier le mieux possible pour qu'on limite ces risques. Donc je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur ces délais réglementaires, administratifs, qui vont nous aider indirectement sur les aspects financiers, parce qu'on va moins subir les aléas de coûts qu'on a sécurisés à un instant T, et puis qui 2 ans plus tard subissent des grosses augmentations. Puis, tu m'offres une belle passerelle sur le second enjeu. Là, j'aurais voulu approfondir un peu plus les aspects financiers, économiques, mais le temps passe. Puis justement, sur cette question-là du permitting, réglementation, etc., peut-être nous parler un peu plus des enjeux que vous vivez, puis des solutions que vous voyez, vous avez en tête, que vous avez peut-être vues aussi à l'extérieur. Vous avez tous la chance d'avoir une expérience à l'extérieur du Québec. Donc, je suis curieux de vous entendre sur ces enjeux-là, les solutions possibles. Ben alors, je vais commencer. Donc, nous, ce qu'on voit, on a signé 3 projets à peu près de taille équivalente, donc un en France, un en Espagne et un au Québec, qui ont été signés tous à peu près en même temps. Celui en France est déjà en fonctionnement depuis plus de 6 mois. Celui en Espagne est toujours en attente, puisque là, il y avait une problématique sur le crédit carbone, un peu l'intensité carbone, qui devait être
affiliés avec ce projet-là, chose qu'on n'a pas encore à faire au Québec. Et le projet québécois, lui, est toujours en attente de certificat d'autorisation. Donc, on est vraiment dans où tout est construit, tout est installé et on attend simplement. Et donc, ça a vraiment des impacts. Ce qu'on voit, c'est que la France est dotée d'un système, on va dire, un peu plus express d'une certaine manière où les projets sont déjà existants, ça va beaucoup plus rapidement. On est capable d'avoir les permis de construire, les certificats, un peu toujours de la même manière, puisque c'est un peu plus centralisé d'une certaine manière, alors que ici, on a la direction régionale, la direction à Québec, différents paliers de permis qui sont tous regroupés sous le même chapeau, au lieu de pouvoir, par exemple, avoir un permis pour l'air, un permis pour l'eau, peut-être des choses un peu différentes qui se font, par exemple, dans d'autres États. À New York, on a aussi une installation qui est en cours, où on a déjà reçu le permis d'air. Donc, voilà, on a le seul permis qu'on avait vraiment besoin. Donc ça, c'est toutes des choses dans cette organisation-là qui nous permettraient d'aller plus rapidement et de vraiment voir l'avantage que ces technologies-là amènent en termes d'environnement et non pas uniquement le point focal de est-ce que je suis bon par rapport à ce point-là, alors qu'on ne voit pas forcément la vision globale de la part du projet en termes d'environnement. Merci. Nalini? Oui, sur les pistes de solutions, sur ces enjeux réglementaires, de façon très concrète, les lignes directrices de la biométhanisation, aujourd'hui, les promoteurs les trouvent assez contraignantes. Par exemple, on doit respecter au moins 500 mètres des habitations, ce qui n'est pas du tout le cas je pense, assez restrictif par rapport à d'autres pays dans le monde, et sachant encore une fois qu'il faut être proche du réseau de gaz, et les réseaux de gaz par définition ils sont proches des villes. Donc arriver à conjuguer tout ça, c'est pas évident, d'autant plus qu'une unité de biométhanisation, ça ne sent pas plus qu'une ferme. Les digestats qui sortent de cette unité de biométhanisation sentent beaucoup moins que des fumiers ou des lisiers. Donc il y a, je pense, sur les lignes directrices, peut-être des choses qui pourraient être éventuellement assouplies pour aider au développement des projets. Et également, ce que je dirais, l'enjeu auquel on fait face auprès des villes et des MRC. On a plusieurs projets au Québec avec différentes villes, différentes MRC. Il n'y en a pas une qui utilise la même voie par rapport au sujet de zonage, au schéma d'aménagement du territoire, parce que ce n'est pas clair. Ils ne savent pas si on était considéré comme projet agricole, de façon claire, on n'aurait même pas besoin de faire de dézonage parce on aurait la bonne case dans leur schéma d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, je trouve qu'on souffre un peu d'un flou réglementaire sur certains aspects qui font que les villes et les MRC, chacune essaye de s'accommoder avec son interprétation, avec ses solutions. Donc je pense peut-être un peu mieux les outiller ou rendre plus claires les définitions ou intégrer la biométhanisation comme une activité dans les schémas d'aménagement de territoire. Ça aiderait à franchir cette étape qui est la première de toutes les étapes. Donc tant que cette étape en fait n'est pas franchie, on ne peut pas aller de l'avant dans les projets. Donc je pense que ça aiderait. Et l'autre piste de solution qui aiderait à mon avis les promoteurs, c'est aujourd'hui on travaille beaucoup en silo. Il y a le zonage à faire, il y a la CPTAQ, il y a le MELCC, et tant qu'une étape n'est pas remplie, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver pour initier les dossiers au MELCC en amont, sans attendre forcément l'autorisation finale de la CPTAQ, pour gagner du temps et avoir peut-être des processus un peu accélérés au niveau de ces ministères sur le traitement des sujets de biométhanisation pour qu'on puisse gagner sur les délais en efficacité exactement. Eux, ils auront besoin de mieux connaître ces projets qui sont aussi un peu nouveaux pour eux. Nous, on a besoin de mieux comprendre aussi leurs exigences, leur interprétation des règles. Donc, arriver à plus se parler pour accélérer et gagner en efficacité au niveau réglementaire. Gérard, tu as ajouté D'un point de vue financier, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'évidemment, oui, alors je suis 100% d'accord que les délais sont 1000 fois trop longs. La problématique, c'est pour le promoteur et les investisseurs, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période d'obtention des permis? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on continue le design? Est-ce qu'on continue d'avancer le projet? Est-ce qu'on dépense de l'argent?
sachant qu'on n'est pas sûr d'avoir le permis, que ça prend 1 an, 2 ans. Là, c'est vraiment une question fondamentale. Ouais. Est-ce qu'on investit de l'argent, des centaines de milliers de dollars, dans un développement de projet qui peut-être n'aboutira à rien? Ça, c'est vraiment un enjeu. Alors, d'où les solutions, comme le citait Julie, de financer 100% par équité, sans dette, qui permet de prendre plus de risques. Mais ça peut finir par des pertes pareilles, donc c'est pas nécessairement plus drôle. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. C'est vraiment un enjeu. Et puis l'environnement, par exemple, les apporteurs de matière, eux, ils veulent bien apporter de la matière, mais ils veulent voir que le projet avance. S'il se passe strictement rien, ils vont dire, bah écoute, nous, on se reparlera de la matière plus tard quand tu auras tes permis. Donc c'est un peu le fou la poule. Donc voilà. Bon, merci. Là, je vois le temps qui file, 10h32. On m'a dit que je pouvais peut-être aller jusqu'à vers 10h35. Donc, je voulais ouvrir peut-être les questions à la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour notre panel? Au niveau de l'acceptabilité sociale, quand on prend le Québec, on compare à l'Europe, soit la France ou l'Espagne ou en Europe, se installé, c'est quoi le niveau d'acceptabilité sociale ici, la réceptivité par rapport à d'autres endroits où vous travaillez? Ouais. Je pense que la différence fondamentale par rapport à des pays européens, c'est le fait qu'ici c'est nouveau. On ne peut pas dire... En France, par exemple, il y a 1000 méthaniseurs en opération. Donc c'est un sujet assez simple. Enfin, quand on fait face aux enjeux d'acceptabilité sociale, on leur dit allez visiter les 10 méthaniseurs qui sont pas loin de chez vous. C'est facile. La meilleure façon de s'en convaincre des sujets d'acceptabilité sociale, c'est d'aller voir soi-même sur un site, d'aller discuter avec l'exploitant, avec les riverains, connaître les nuisances réelles. Donc je pense que le plus gros enjeu ou la différence entre le Québec versus le reste des pays qui sont plus avancés dans le développement de cette filière, c'est la nouveauté. La nouveauté, donc on craint cette nouveauté, on ne sait pas comment se représenter ça. Donc nous, c'est notre travail de développeur de redoubler d'efforts à ce niveau-là, de leur montrer, d'essayer d'aller visiter des sites, les quelques sites qui existent au Québec, de leur proposer d'aller visiter des sites en Europe et voilà, de leur donner aussi de l'information, de la bibliographie. Et je pense que aussi on peut se reposer sur l'ensemble des acteurs de la filière. Je pense notamment à Énergir, par exemple, sur ses campagnes de communication. Ça nous aide de parler plus de cette filière, des nuisances potentielles qu'elles peuvent apporter, comment on traite ça. Voilà, je pense que c'est plus de communication et prendre ce sujet en amont. Et peut-être même maintenant, M. Fitzgibbon pourrait être un de nos ambassadeurs. Donc, je pense que les politiques ont aussi un impact. Donc, on voit bien qu'on est obligé un peu de faire du lobby, donc vraiment d'être du côté des politiques pour avoir cet impact-là, pour que les gens se disent « Ah, si les politiques en parlent, il y a sûrement quelque chose à faire et ça va aussi aider les gens lorsqu'on devient un peu plus public, pas uniquement dans les développements de projets ou dans les associations, mais plutôt parler au niveau du grand public, comme fait Énergir avec les campagnes de pub de vos déchets. » C'est bon. J'ai vu on va prendre une dernière question, malheureusement. Il y en a quelques-unes. Je vais peut-être, monsieur, si vous vouliez poser une question, allez-y. Je me demandais juste par rapport à la dette senior qui est assez inexistante ici. C'est qui en Europe qui fournit la dette senior? Je vais plutôt laisser oui, mes collègues. Alors nous, on en a levé avec plusieurs banques, là. Donc on a fait plusieurs levées de fonds. On a toutes les grandes banques, là, presque la dernière levée de fonds. On a levé plusieurs millions pour 6 projets. Et il y avait à l'intérieur de ça la BPI, il y avait le Crédit Agricole, il y avait... pourquoi ils embarquent? Parce que, un peu le même, exactement ce qu'est C'est mature. Il y a plusieurs projets, il y a une rentabilité et il y a quand même, je pense, l'État qui reste assez moteur avec cette volonté-là. Et l'Europe est quand même en face d'un enjeu énergétique qui est un petit peu différent du nôtre. Donc, le biogaz, pour eux, fait partie de la solution d'une manière, comme un peu au Québec, mais peut-être plus poussée, puisqu'ils ont quand même beaucoup plus aujourd'hui de gigawattheures installés, même c'est des térawattheures d'installer en biogaz. Donc, l'industrie financière est plus à même de supporter cette industrie-là. Et pour compléter, peut-être aussi des tarifs de rachat plus élevés qui rassurent.
Ça, c'est sûr que c'est, vu qu'on sait que c'est la principale source de revenus, un tarif de rachat, le tarif de rachat, il est sur 20 ans. Alors, les subventions CAPEX, c'est important, mais par exemple, en France, au début, la filière était très subventionnée au CAPEX. Mais le but d'une filière, pour qu'elle soit compétitive, c'est qu'elle soit plus subventionnée. Et la France, aujourd'hui, les méthaniseurs ne sont plus du tout subventionnés, mais les tarifs de rachat, par contre, eux, sont suffisamment élevés pour rendre les modèles économiquement rentables, intéressants et rassurer les banques. Merci. Malheureusement, on est arrivé à la fin du temps. Ce que j'inviterais par contre les gens qui ont encore des questions à faire, c'est à s'approcher. Je suis certain que les panélistes vont être très intéressés à entendre vos questions et à y répondre, que ce soit ici ou dans la salle là, en train de prendre un café. Donc, je voudrais vous remercier tous les trois. Merci. Merci. J'espère que vous avez appris des choses ou à tout le moins vu certaines pistes de solutions aux enjeux auxquels vous faites face dans votre quotidien. Merci encore, puis bonne suite de congrès.